Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Fanny, une jeune femme de 22 ans atteinte de RCH ou rectocolite hémorragique. Cette maladie, qui touche les intestins, est une cousine de la maladie de Crohn, mais est bien moins connue. Alors c'est pour briser les tabous autour du RCH que Fanny m'a contactée il y a quelques mois. Elle me raconte la découverte de cette maladie, l'annonce du diagnostic particulièrement douloureuse pour sa maman qui est atteinte de la maladie de Crohn et qui redoutait que l'un de ses enfants soit malade également. Elle nous raconte aussi les traitements et l'importante prise de poids que cela a engendré, son rapport à son corps mais aussi le quotidien de cette maladie dans l'intimité de son couple. Fanny est infirmière et pose donc des mots justes et adaptés pour parler de ce handicap invisible, le sien. Mais comme elle le dit si bien, elle ne laissera jamais la maladie la définir. Alors je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec la pétillante Fanny, une jeune femme belle, altruiste, douce et excellente pâtissière. Bonne écoute! Bonjour Fanny! Bonjour Capucine, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va aussi, merci. Merci beaucoup du coup d'être là pour venir raconter ton histoire. C'est un sujet donc que j'ai jamais encore abordé sur le podcast et dont on entend très peu parler parce que c'est une maladie assez taboue dont tu souffres. Donc j'explique très rapidement pour les auditrices et les auditeurs ce que c'est que la rectocolite hémorragique. Donc c'est une maladie qui fait partie du groupe des pathologies dites MICI ou MICI, je sais pas comment on prononce. MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques intestinales, comme la maladie de Crohn par exemple, dont on entend plus parler je trouve. On estime que 40 000 personnes en sont atteintes en France et que cette maladie se déclare généralement entre 15 et 30 ans et beaucoup plus rarement chez les enfants. Mais je pense que tu nous en diras toi-même beaucoup plus sur le sujet, c'était juste une petite introduction. Du coup, avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, nous dire qui tu es? Je suis Fanny, j'ai 22 ans, je suis d'origine nantaise et puis je suis infirmière aujourd'hui en service de réanimation. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi tes passions? J'aime beaucoup cuisiner, pâtisser, voyager, lire, passer du temps avec ma famille, mon copain et mes amis. Ok, très bien. Et d'ailleurs, Fanny m'a ramené de très bons macarons, donc je peux confirmer ses talents de pâtissière. Alors du coup, la rectocolite hémorragique, si je le dis bien, est-ce que tu en avais déjà entendu parler, toi, avant d'avoir le diagnostic déjà? Oui, j'en ai déjà entendu parler parce que c'est une maladie de famille. D'ailleurs, Ok. pour rectocolite hémorragique, tu peux dire RCH, Ok, ce sera ce plus sera simple. plus simple, oui, je pense. Et du coup, Ok. oui, j'avais déjà entendu parler de la RCH parce que ma tante est atteinte de RCH Ok. et ma maman est atteinte de maladie de Crohn. Donc, du coup, cette famille, on va dire que Ok. D'accord, ouais, donc tu connaissais déjà ça. oui. Et du coup, tu savais que tu étais plus susceptible d'en être atteinte? Je savais, mais on espère toujours que ce soit les exceptions de la famille un peu et Mm. que ça passe outre les générations. Ouais. Et du coup, chez toi, comment est-ce que cette maladie, elle a commencé? Comment est-ce qu'elle s'est manifestée au départ? Bah, anonymement, en fait, c'est bêtement, c'était en allant aux toilettes. En fait, pour la RCH, principalement, c'est des diarrhées avec du sang et j'ai des diarrhées avec du sang. Mm. Donc je suis allée voir mon médecin traitant et au début, j'en ai pas parlé à ma maman pour pas l'affoler, pour pas l'inquiéter Ouais. et qui a effectivement, trouvé, du sang et que, dire plus c'est des hémorroïdes que tout de suite penser au pire, et donc du coup, j'ai décidé d'en parler à ma maman pour aller voir sa gastro et ainsi de suite, faire les examens, trouver le diagnostic, Mm. adéquat. Ok. Et du coup, ce diagnostic, justement, tu l'as eu quand et combien de temps à partir du moment où tu as eu les premiers symptômes, en fait? Donc du coup, du fait que ma maman connaissait sa gastro et que notre gastro est géniale, j'ai eu les résultats, enfin les résultats quand même très rapidement. J'étais pris en charge très rapidement parce que j'ai eu alors c'était 2019, je crois.
Début mi-octobre et on a eu les résultats, de savoir vraiment que c'était une RCH en mi-décembre. Donc en 2 mois, Mmh. 2 bons mois, 2-3 mois, j'ai eu les résultats. Ce qui peut prendre beaucoup plus de temps pour certaines personnes. Ouais, au final, ça a été quand même, assez, rapide du coup? Oui, OK. Et donc du coup, toi, tu parles de, donc tu as vu un médecin spécialisé, c'est ça. donc c'est une Oui, comment ça s'appelle? entérologue. Gastro-entérologue, OK. Et ça, c'est des médecins qu'on trouve facilement ou? Bah, il y en a en ville, au CHU. Après, c'est plus souvent on demande plus souvent un courrier du médecin traitant. OK. D'avoir accès, et après c'est beaucoup plus long, Mmh. là au CHU, ma gastro, une fois j'ai appelé pour avoir changé mon rendez-vous, puis, elle m'a dit: «Bon, bah, d'accord, très bien». J'ai appelé au mois de juillet, pas rendez-vous au mois de février, Ah oui. 2000, OK, ouais. Il faut pas être pressé. C'est un peu c'est comme ça, les dermatos et tout c'est ça, ça. c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, Ouais. et du coup, toi, qu'est-ce que tu as, ressenti au moment où tu as eu ce diagnostic? Bah, c'était le flou, en fait. Mmh. Je me souviens d'avoir une conversation avec ma cousine, une fois dans la salle de bain et discuter de nos mamans et nous dire, bah, parce que nos 2 mamans étaient en crise, et nous dire que ça nous faisait de la peine et nous dire: «Bah, ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, il y en a une de nous 2 qui sera malade ou on sera toutes les 2 malades», et de se dire: «Mais non, c'est on veut pas», et au final, bah, c'est tombé sur moi et Mmh. j'espère que ça tombera que sur moi et pas sur personne d'autre de la famille, Mmh. et heu et de me dire: «Bah, c'était dans le flou, en fait», et la première personne à qui j'ai pensé, c'est maman. C'est maman en lui disant: «Mais ne t'inquiète pas maman, c'est pas de Mmh. ta faute». En Ouais, fait, bah, c'est la oui. première chose que j'ai ressentie et pensé. Dire à ma mère: «C'est pas de ta faute». Ouais, parce qu'elle, du coup, qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle a su ça? Ça a dû être On a difficile? Elle a pas vraiment exprimé, mais j'ai ressenti énormément de culpabilité de me Mmh. dire: «J'ai transmis cette maladie de merde», comme elle l'appelle, à Ouais. ma fille. Et du coup, tu as des frères et sœurs, toi, ou pas? Oui, donc bah, j'ai 2 grands frères issus d'une première union pour mon papa et un OK. petit frère, en commun avec mon papa et maman. D'accord, et donc du coup, c'est enfin le petit frère que tu as, en commun, avec ta maman du coup, là lui aussi il peut avoir des risques par exemple, de Il peut avoir effectivement ouais, des risques, de maladie. OK, et du coup, il y avait, un abonné ou une abonnée qui demandait, comment est-ce qu'on peut savoir si on a cette maladie? Du coup, quels sont les symptômes qui peuvent, alerter? Les symptômes sont, enfin, vraiment principalement, c'est les diarrhées, Mmh. le fait d'avoir aussi, bah, du sang, donc pour la RCH, les diarrhées et du sang, les douleurs abdominales, enfin, plus pouvoir manger, dès qu'on mange des féculents, de la salade, des haricots verts, tout ce qui est légumes verts, Mmh. de pas les digérer, les choux, c'est catastrophique, et puis c'est, enfin, vraiment, tout ce qui est gras, tout ce qu'on digère pas, bah, c'est pas normal de ressentir une gêne, d'avoir des envies d'aller aux toilettes très fréquemment et pas forcément aller faire caca Mmh. et juste avoir en fait, des flatulences, c'est pas normal ça non plus, après pour la maladie de Crohn, c'est, donc aussi des diarrhées, mais il y a pas de sang, enfin que très rarement dans les maladies de Crohn, et principalement aussi une perte de poids. OK, donc ça c'est pour les symptômes, et si on revient du coup à toi, ton expérience, au moment où on t'a fait, ce diagnostic, déjà ça a été du coup compliqué pour toi, compliqué pour ta maman et cetera. Donc tu nous as dit que tu étais en couple. Est-ce que tu étais déjà en couple au moment où la maladie t'a été annoncée? Oui, j'étais déjà en couple, OK, et du coup ton copain, comment est-ce qu'il l'a vécu lui aussi ça? c'est bah, il s'exprime pas trop. Mmh. Il est très renfermé et faut creuser pour aller chercher ce qu'il ressent, mais je sais qu'il a toujours été présent pour moi. Tous mes examens, bah, il avait cours, donc et puis il savait j'avais besoin aussi de ma maman pour Mmh. m'accompagner, donc il laissait ma maman. Ouais. Mais après je me souviens qu'il était en examen pendant mon annonce de diagnostic. Il est venu après avec nous rejoindre à l'hôpital, Ouais. et je me souviens lui avoir dit: «Bah, du coup, bah, c'est une RCH», et puis il me dit: «Bah, c'est quoi?» Je dis: «Bah, c'est la maladie de la sœur jumelle de maman». Mmh. «Ah d'accord». Il me dit: «Bon, tu as pris rendez-vous pour se faire opérer pour plus avoir la maladie?» Je dis: «Bah, C'est pas si simple, voilà, ouais. c'est pas si simple», et il a toujours été, aux petits soins avec moi, adorable. Ouais, et du coup, quand on en a discuté un petit peu avant pour préparer l'épisode, tu m'as dit que tu avais pris beaucoup de poids d'un seul coup à cause de cette maladie. Hem, à quoi en fait, ça est
pourquoi est-ce que ça arrive parce que tu me disais que, par exemple, avec la maladie de Crohn, tu perds du poids. C'est ça, en fait, là, c'est principalement dû à un traitement. J'ai Mmh. pris, les corticoïdes, donc les corticoïdes, on prend souvent du poids et c'était mélangé avec une pilule Le qui combo c'est fatal. la voilà, le combo fatal qui a fait que j'ai gonflé, j'étais une boule de flotte, Mmh. donc en plein été avec les canicules. Je Ah te oui, raconte ouais. pas le Ouais, le super. dessin. OK et du coup, ça a dû être difficile ça pour toi de voir ton corps Ah changer, bah, ça a été ouais. très compliqué, surtout que j'ai toujours été, enfin depuis toute petite, j'ai du mal avec mon enveloppe, charnelle Mmh. et donc du coup, bah, c'était très, 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 très dur. Enfin, j'arrivais plus à me regarder dans le miroir et me dire: «Fanny, tu jolie». Donc j'ai continué, j'ai avancé en me cachant dans des vêtements et me dire: «Ah ça passera» et Mmh. attendre que les corticoïdes, fassent eff enfin arrêtent de faire effet, dans le corps parce que ça dure 15 ans les corticoïdes dans le corps, Ah oui, OK. donc du coup, bah, on prend son temps en patience et puis à un moment je dis: «Bah non, c'est pas possible. Mmh. Faut arrêter de se cacher la face et prendre, dire c'est pas les corticoïdes qui vont prendre le dessus». Et du coup, là, par exemple, aujourd'hui, tu te sens mieux par rapport à ton corps et cetera? Tu en es où dans ton processus par rapport à ça? Bah, je suis en train de perdre du poids, j'ai perdu quasiment 10 kilogrammes donc déjà pour Mmh. moi c'est énorme Ouais. et donc je me redécouvre et puis je me réaccepte. Faut s'accepter avec des formes, se trouver jolie. L'essentiel c'est que mon copain il m'aime Mmh. avec Et comme puis je tu es suis. très jolie, hein, je peux te Merci. confirmer. Donc c'est ça, c'est l'essentiel, c'est qu'il m'aime comme je suis et que Oui et que mmh. ouais, voilà, puis l'important, c'est que toi aussi, tu Voilà, t'aimes c'est comme ça, tu es, c'est ça. ouais, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout quand c'est vrai que quand on prend beaucoup de poids d'un seul coup, que c'est complètement contre notre volonté, c'est sûr que ça peut être difficile et justement, il y a pas mal de personnes aussi, quand j'ai proposé aux abonnés de poser leurs questions sur ce sujet, qui s'interrogeaient sur, l'impact que ça peut avoir dans une vie de couple, dans une vie amoureuse, parce que du coup, c'est une maladie qui, au quotidien, est assez pesante. D'ailleurs, peut-être qu'avant de nous parler de ça, tu peux nous dire à quel point au quotidien ça t'handicape justement cette maladie? Bah, cette maladie déjà elle est en 2 parties, donc il y a des phases de crise ou des phases où ça va. On Mmh. n'est pas en crise, donc c'est plus vivable. On peut reprendre une vie à peu près normale. Mais Ouais. il y a toujours des phases un peu down, donc c'est pas simple. Après, dans la vie de tous les jours quand on est en crise, bah, c'est simple, faut aller chez quelqu'un, il faut avoir des toilettes à proximité. Sinon c'est pas gérable et après c'est, le choix aussi, moi j'ai du mal avec ça, mais les anciens gastro, ils sont à fond sur ça. Le régime alimentaire, manger du riz, des carottes, Mmh. quand on est en crise. Moi j'ai du mal avec ça. Ouais, J'écoute pas trop, ouais. mais puis ça a été un peu prouvé que l'alimentation, fallait manger varié, équilibré. Bon effectivement la salade quand je suis en crise, j'évite Mmh. d'y toucher. Après c'est ça, c'est la fatigue en fait qui est le plus handicapant. C'est Ouais. vraiment, le corps en fait il est vidé de son énergie, il se concentre vraiment sur les intestins. C'est la fatigue et la douleur. Mmh. La moindre gorgée d'eau, moindre bouchée, c'est une crise de douleur. Le matin au réveil, bah, c'est le temps que tout se réveille, tout l'intestin se réveille et bah, c'est 10-15 minutes dans notre lit, à attendre que tout se mette en place et me dire: «C'est bon, je peux commencer ma journée sans Mmh. trop de douleur», Ouais, donc en fait, toute ta vie, elle est adaptée autour de ça, en fait, bah, c'est enfin, en soi, oui, on pourrait dire que notre vie est adaptée à notre maladie, mais personnellement, j'ai pas ce message-là à transmettre. C'est Mmh. pas la maladie qui fera comment on Oui. dicte notre vie. C'est Ouais, pas la c'est ça. maladie qui dictera notre vie. Exactement, tu as tout à fait raison. Et quand tu parles de crise et cetera, pour qu'on se rende compte un petit peu, parce que c'est vrai que quand on connaît pas du tout, on a du mal à s'imaginer, justement combien de temps ça peut te prendre dans la semaine à être en crise, à être pas bien, en moyenne? Parce que j'imagine que ça dépend de chaque semaine. Bah, déjà, enfin, quand on dit qu'on est en crise, c'est pas en semaines, si on parle en mois. Enfin, Ouais. après, ça tout dépend si notre traitement arrive à réguler ça. S'il faut changer de traitement pour réguler la crise et sinon, là, moi, je suis plutôt en phase plateau où ça va plutôt bien. J'ai un traitement qui fonctionne sur moi et donc du coup, bah, j'ai des journées, au top, enfin, où il y a aucun souci, ça va très bien. Puis il y a des journées où c'est moins top, j'ai quand même, bah, pas mal de diarrhée, Mmh. des envies fréquentes d'aller aux toilettes, des douleurs. Donc mais c'est fluctuant et maintenant avant c'était, pendant des mois et des mois et maintenant c'est une journée ponctuelle, dans la semaine Mmh. donc ce qui est énorme, pour moi c'est énorme,
c'est vraiment agréable de passer des journées sans me dire, je vais quelque part, faut que je trouve des toilettes, Mmh. faut pas que je mange trop gras parce que je vais avoir trop mal au ventre. Et justement à ton travail, vu que tu nous disais que tu es infirmière, est-ce que c'est handicapant aussi, parce que j'imagine que enfin, c'est quand même un travail où on sait que tu es souvent dans le rush et tout. Est-ce que c'est impactant du coup, enfin toi tu dois t'organiser différemment? Comment ça se passe? Bah, moi, j'ai un mauvais défaut, c'est de pas écouter mon corps. Alors super, ne faites pas comme Fanny surtout. C'est ça, donc nous, en fait, quand on a dans notre maladie, quand faut aller aux toilettes, faut aller aux toilettes et Mmh. moi, je me retiens et sauf que, bah, c'est Tchernobyl, en gros, dans le OK, ventre ouais, je et vois. donc parce que et je me dis: «Bah, j'irai après», sauf que, bah, quand je suis de nuit, j'ai plus le temps d'aller aux toilettes et des fois, la journée, on a quasiment pas le temps d'aller aux toilettes, donc c'est plus compliqué. Mais je me suis déjà vue quand je bossais les étés pendant mes études en tant qu'aide-soignante ou en stage, devoir partir, précipitamment parce que c'était plus possible que Mmh. bah, sinon enfin oui, ça arrive des fois que certaines personnes se font dessus, Mmh. à cause de cette maladie-là, donc c'était Mmh. soit ça, soit il fallait que je cours précipitamment, aux Ouais, je toilettes. vois. Et les employeurs que tu as rencontrés, à chaque fois, ils étaient plutôt compréhensifs? Tu pas eu de ou même dans les équipes et tout, tu pas de réflexion, désagréable? J'ai jamais dit. Ouais, tu as jamais dit? J'ai jamais Mmh. dit que j'étais malade. OK, ouais. Parce que tu as peur de la réaction? Parce que enfin, c'est un sujet un peu tabou dont on parle pas beaucoup, Ah, pas du tout, c'est pas une peur de réflexion, c'est Mmh. pas un sujet tabou pour moi, au contraire, faut sensibiliser, faut que toute maladie n'est pas anodine et qu'il faut arrêter de dire: «Bah, caca, c'est tabou», enfin bref. Mmh. Mais non, c'est que c'est moi, c'est personnel, c'est les personnes, enfin, il y a que c'est les personnes que je pense proches qui sont au courant de ma maladie Mmh. et c'est tout. Ouais, je vois. OK. Et du coup, on parlait enfin, je te parlais, juste avant de comment ça peut être, difficile de gérer ça, dans ta vie, de couple. Toi, du coup, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est compliqué des fois? Comment ça se passe? Bah, j'ai énormément de chance parce que, mon conjoint, il est adorable, donc Mmh. il sait et puis il le sait quand ça va pas. Il le sait, il le voit tout de suite à ma tête, donc il le sait quand j'étais en crise, il me faisait mes bouillottes. Donc puis il me prenait dans ses bras. Après voilà, me prenait dans ses bras, mais il savait très bien que, il s'arrêtait soit au niveau des cuisses ou sinon de la poitrine parce qu'il savait très bien que le ventre, il pouvait même pas mettre la main dessus. M'effleurer, je portais même pas un pantalon. Donc c'est comme ça quand c'est en crise, c'est une barrière en fait, impossible de m'approcher au niveau du ventre. Donc mais il est adorable, enfin, je me souviens, il y a des journées, des week-ends où je faisais que dormir, mais il était là à côté de moi, à me supporter, d'être en vacances et de pas être bien, d'être tellement douloureuse et de chercher des toilettes, d'avoir la tête ailleurs et de me dire: «Mais je suis en vacances avec l'homme que j'aime, mais je suis pas là à 100 mais non, il a toujours été présent et c'est ça aussi qui fait que c'est plus supportable et que me dire: «Bah, je suis moins un poids», pour lui. Ouais, OK, je vois. Et du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis le moins bien avec cette maladie? Qu'est-ce qui, pour toi, est la chose la plus difficile à gérer au quotidien, à supporter, Je dirais la fatigue. C'est vraiment la fatigue, parce que les douleurs, j'arrive à prendre le dessus et de me dire: «Arrête d'écouter ton corps», mais c'est la fatigue. Ouais, je suis encore fatiguée là, même si ça va mieux, je suis encore fatiguée, mon corps a besoin énormément de repos, en fait et c'est ça, c'est le plus compliqué de me dire: «Stop, faut que j'arrête, faut que je me pose et que je dorme», donc ouais, c'est la fatigue qui est le plus Ouais. handicapant, au quotidien. Ouais, je vois. Et du coup, est-ce que tu considères que cette maladie fait partie, des handicaps, invisibles, qu'on comme son nom l'indique, qu'on ne voit pas et on a l'impression quand on pense au handicap, on pense qu'à des personnes en fauteuil roulant ou des choses comme ça et on oublie, tous ces handicaps invisibles qui sont au quotidien, Ah bah, je pense oui, mmh, clairement que cette maladie fait partie des handicaps, invisibles parce que, c'est voilà, enfin, il y a certaines personnes qui sont dans malheureusement des cas beaucoup plus compliqués que moi et donc du coup, des avancées beaucoup avoir des avancées beaucoup plus compliquées, qui sont opérées et que du coup, qui ont des poches de stomie mmh, et donc du coup, bah, c'est invisible, on les voit pas. On voit pas les douleurs quand si on garde un sourire sur notre tête, on voit pas les douleurs, on voit pas la fatigue, qui se présente, le fait d'aller, manger indien, manger épicé, bah, oui, voilà, on va aller manger, boire un verre avec nos amis, mais le lendemain matin, ouais.
on passe notre temps sur les toilettes. Ouais, en fait, faut toujours penser aux conséquences C'est que ça. ça va avoir, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, tu nous parlais des poches de stomie. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui connaissent pas, ce dont il s'agit? En gros, quand en fait, ça permet de soit alors il y a les stomies définitives ou les stomies temporaires qui permettent de reposer, les intestins, un temps et c'est en fait en gros, on coupe, l'intestin en 2 parties. Soit on enlève les parties qui sont trop malades et du coup et en fait, on abouche, au niveau du ventre, de l'abdomen, l'intestin et donc la stomie, en fait, c'est la poche, vous faites plus caca par l'anus. En gros, Mmh. vous faites vos besoins dans la poche de stomie. OK. Ouais et d'ailleurs, il y a un compte Instagram, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Stomy Busy, et en fait, c'est super cool, je recommande s'il y a des personnes, que ça intéresse où en fait, c'est une, dessinatrice, qui a justement une stomie et qui parle un peu de son quotidien avec la stomie et tout et c'est super, intéressant tout ce qu'elle raconte et elle parle justement du fait que ce soit un handicap invisible et que, au final, elle arrive quand même à en faire une force et tout et je trouve ça très intéressant, donc je le noterai dans la description, si ça intéresse des gens. Hem, est-ce que, tu as du mal, toi, à parler de cette maladie autour de toi? Tu disais que c'était, tu en parlais plutôt juste à tes proches. Est-ce que, c'est ouais, comme tu disais, c'est parce que tu considères que c'est vraiment quelque chose de personnel? C'est ça, c'est que je considère simplement que c'est quelque chose de personnel, que je discute, que c'est pas ce qui m'identifie en fait en Mmh. premier abord, que, je suis Fanny, infirmière, j'aime, vivre la vie à pleines dents et c'est pas, je suis Fanny, je suis atteinte de rectocolite hémorragique et le Mmh. reste passe après. Non, c'est je suis Fanny et ça vient après. C'est faut creuser Mmh. et puis effectivement, découvrir que je suis malade mais Mmh. voilà, il y a que mes proches qui sont au courant et c'est tout. Et justement, pourquoi avoir fait, ce choix de, justement, c'est toi qui m'as contactée, pour venir en parler sur le podcast et je te remercie beaucoup de l'avoir fait. Et du coup, pourquoi avoir fait ce choix de venir en parler et d'avoir, voilà, d'avoir un épisode de podcast sur le sujet? Parce que, enfin, du coup, je me suis, enfin, contactée avec justement avec le réseau Mickey. Il y a une grosse association Ouais. qui est l'AFA. Oui, l'AFA. Et justement, on est une groupe de jeunes et on discute entre nous. Et il y en a pas mal qui en discutent. Et il y a la journée mondiale des Mickey. Alors, mauvaise Mickey que je suis, je ne connais pas la date. Je sais que juste qu'il faut porter des violets ce jour-là. OK. Et, On se renseignera, je mettrai dans la description la date, voilà, on va tout noter dans la description. et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était une maladie, effectivement, comme tu le disais au début, inconnue. On Mmh. ne parle pas, que c'est tabou. Et je me suis dit, mais il faut en parler, faut arrêter, il faut sensibiliser aux gens, dire non, c'est pas possible. Donc, je t'ai contacté, j'ai dit, bah, je sais pas si ça intéressera Capucine. Et puis voilà. Puis au moment où tu m'as recontacté, j'ai dit, mais est-ce que j'y vais? Et il y a mon petit frère, on est parlé à mon petit frère qui me dit, non, mais Fanny, si tu y vas, toi, t'as de la chance, t'es accompagnée, on est là pour te soutenir, mais tu as plein de personnes qui ont Mmh. personne, donc tu seras leur porte-parole. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. C'est le principe, effectivement de pouvoir en parler et puis, déjà ça pourra aider, des personnes qui en sont atteintes et qui savent pas forcément comment faire et ça peut aussi sensibiliser des gens tout simplement, même qui sont pas malades, mais à savoir ce que c'est. Enfin, c'est important d'être renseigné, sur ces maladies-là qui concernent quand même pas mal de personnes donc voilà, faut les connaître. Et justement, en parlant de ça, qu'est-ce que toi tu dirais à quelqu'un qui nous écoute et qui a cette maladie ou la maladie de Crohn, par exemple? Je dirais que à l'heure actuelle, que tu sois en crise ou non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de t'écouter toi, de ce que tu ressens et continuer à vivre et pas laisser la maladie prendre le dessus. Parce que c'est aussi une maladie qui reste quand même psychologique, qui est vraiment liée avec le stress. Donc c'est ça, c'est vraiment pas laisser les maladies prendre le dessus, croquer la vie à pleines dents et puis voilà. Et puis Mmh. la vie te le vaudra et tu seras beaucoup plus soulagée après. Et justement, tu parles de stress. Est-ce que ça peut aider, de voir un psy, par exemple, si on a du mal à gérer son stress et que ça impacte,
le quotidien avec la maladie. Toi, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu recommanderais de le faire ou pas? Je l'ai pas forcément fait d'aller voir un psy, enfin d'aller voir un psy pour parler de ma maladie, Mmh. mais alors je recommande absolument d'aller voir quelqu'un pour parler, pour discuter, parce que c'est ce qui fait le plus grand bien, Mmh. discuter, de parler de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit pour tous les soucis quotidiens et de se libérer. Et est-ce que c'est une maladie qui peut évoluer ou est-ce que le stade où tu l'as actuellement, par exemple, ça va rester comme ça tout le temps? Oui, c'est une Mmh. maladie qui peut évoluer, en fait, il y a différents stades. Le stade un peu classique, j'ai plus le terme exactement en Mmh. tête, modéré et sévère. Et donc moi, je suis entre modéré et sévère. Et donc je peux passer vraiment à une RCH sévère ou aussi redescendre à modéré ou classique. D'accord, et il y a des choses qui font que tu peux évoluer vers du sévère ou vers du mieux? C'est des choses déjà, c'est que les traitements stabilisent l'inflammation. Du coup, ça évite que donc du coup, t'as plus d'inflammation, donc qui permet de rebaisser les traitements et repasser des choses moins lourdes. Et après, il y a si le traitement fait plus effet, il y a de nouvelles un pic d'inflammation. Et sauf que au bout d'un moment, ton corps dit stop et donc l'inflammation prend le dessus et qui entraîne plusieurs effets comme, dans les rectocolite hémorragique, c'est une inflammation de la muqueuse du côlon principalement et du rectum. Et, et comment dire, et donc du coup, donc il crée des pertes de sang, tout ça, vraiment au stade vraiment ultime, qui peut créer des ulcères. Et alors que dans la maladie de Crohn, c'est principalement des ulcères qui sont faits. Et en fonction de ça, il y a des stades qui sont édités et qui permettent de savoir si on est en fonction des scores. OK, donc c'est possible que, à l'avenir ça s'améliore, par exemple, C'est ça. ouais, OK, mais il y a pas de traitement vraiment qui permette d'éliminer, la maladie? Non. Ouais. Est-ce que, toi, tu as déjà pensé à avoir des enfants plus tard? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais ou pas du tout? Alors oui, je voudrais fonder ma famille. Ouais. Et est-ce que ça peut, cette maladie-là, elle peut être, avoir un impact, par exemple, pendant une grossesse ou pas? Oui, 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 il peut avoir vraiment un impact parce que pendant la grossesse, je sais que là, moi, actuellement, je suis sous perfusion. Donc tous les 2 mois, je vais à l'hôpital. Et arrivé à ce stade-là, en fait, c'est que le choix se pose effectivement en fonction de l'âge et si on veut féconder ou pas, parce que ça peut attaquer les ovaires et les utérus. Et donc du coup, ça se restreint au niveau traitement. Et même, quand je serai enceinte, après, il faut vraiment que je me renseigne au niveau de ma gastro, mais je suis pas rendue à ce point-là non plus. Oui. Qu'en gros, oui, par contre, je risque forcément d'arrêter les traitements OK. parce que ce sera incompatible avec la grossesse et l'allaitement et donc possiblement une poussée derrière si ça va pas. En plus, ce qui arrive vraiment fréquemment, j'avais vu une fois sur Instagram une nana qui était atteinte de RCH et qui était enceinte et qui, c'est souvent ça, hein, finir sa grossesse à l'hôpital parce Mmh. que il y a une poussée et c'est trop dangereux l'inflammation avec le bébé. OK. Ouais, donc ça handicape un peu quand même, C'est ça. au moment d'une grossesse, OK, et après toi, ce serait quelque chose qui t'angoisserait un peu comme ta maman d'avoir la peur de transmettre à tes enfants? Ou est-ce que tu penses que tu arriveras à te détacher un peu de ça, Je dirais que c'est naturel de l'instinct maternel Mmh. de pas vouloir transmettre de maladies à ses enfants. Après, c'est la génétique, c'est ce que j'ai répondu à ma maman quand on m'a annoncé. J'ai dit: «Mais tu veux pour rien, c'est pas toi qui allais sélectionner les gènes, je vais mettre ça à Fanny A plus B plus C Ouais. et puis, oh tiens, le gène de la RCH, oh oui, Mmh. je vais lui mettre parce Mmh. que de toute façon, c'est la génétique, on n'y peut rien», donc Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. le hasard complètement. Et du coup, toi aujourd'hui, c'est quoi tes projets, pour plus tard? On a acheté du coup une maison avec mon conjoint, donc on habite dedans et donc finir la rénovation, il nous reste le jardin à faire, voyager. Voyager, là avec le Covid en plus, j'en peux plus de Mmh. rester, en France, retourner, à l'étranger, puis oui, vivre la vie à pleines dents, profiter de mes proches et de ma famille, et voilà. Trop bien, c'est des beaux projets. Et du coup, par exemple, quand tu voyages, ça te demande quand même une adaptation un peu, de devoir vivre avec cette maladie?
Bah, c'est par exemple, là, moins parce qu'avant j'avais un traitement sous-cutané et j'avais toutes les semaines. Donc j'étais obligée d'emmener mes piqûres, en vacances avec moi et le problème, c'est que mes piqûres, devaient rester au frais donc c'est toujours Ouais, les alors c'est une contrainte, ouais. voilà, c'est la glacière, tout ça et puis s'il faut prendre l'avion, faut l'ordonnance parce que, on n'est pas censé voyager avec les médicaments et après là, vu que j'ai une perf tous les 2 mois, je peux m'arranger pour faire entre mes 2 perfs, partir en OK. vacances. OK. Bon, je te souhaite, tout ça alors, ce sera super et toi, du coup, donc la petite, question de la fin. Qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Que derrière le mauvais temps, on voit toujours l'arc-en-ciel, le soleil. Mmh. Il faut toujours espérer donc effectivement, on peut avoir des phases beaucoup moins drôles, beaucoup plus compliquées, mais que derrière, il y aura toujours du positif et le positif attire le positif. Voilà, plus égale plus, C'est ça, Léna citation. situation. Tout à fait, on est d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou est-ce que tu penses que tu as Non, fait le tour? je pense que j'ai fait le tour avec toi, Capucine. OK, c'est parfait. Merci beaucoup du coup Fanny de t'être confiée, à mon micro sur le sujet. C'était vraiment super intéressant. D'autant plus que comme on le disait, c'est une maladie dont on entend, pas assez parler. Et puis c'est vrai que comme tu disais, c'est malheureusement des sujets encore un peu tabous dans notre société. On parle pas trop de ça. Enfin voilà, ça gêne. Les gens ils veulent pas en parler. Je pense que quand on est une femme, c'est encore plus compliqué. Donc merci beaucoup d'en avoir parlé avec une si grande sincérité, c'était vraiment super et je pense que ça permettra à beaucoup de personnes d'en savoir plus sur le sujet. En plus, c'est nickel, 8 infirmières t'en parlent avec les bons mots, franchement, ça pouvait pas être mieux. Donc merci beaucoup pour tout ça et puis j'espère que ça t'a plu. Merci à toi de m'avoir reçue et puis c'était avec grand plaisir. C'était super intéressant de parler de ce sujet-là. Donc non, puis continue ton travail, c'est génial. Merci encore Fanny, à bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Il est plus que temps de démocratiser le savoir autour de ces maladies qui touchent tant de personnes autour de nous. Au premier abord, lorsque l'on croise Fanny, rien ne laisse deviner sa souffrance silencieuse. Et pourtant, elle est bien là. J'ai adoré rencontrer cette jeune femme et j'admire beaucoup sa force. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. D'ailleurs, s'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et en parler autour de vous pour informer vos proches de cette maladie. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Dreams that you dream it of dreams really do come true.